Par un matin paisible à Mountain View, Arkansas, Rebecca Christian Gold, une jeune femme de 22 ans pleine d'aspiration, s'est volatilisée sans laisser de traces. Connue pour sa détermination et son charisme, Rebecca était une étudiante sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Mais un jour fatidique de septembre 2004, son avenir prometteur a été brutalement interrompu. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est rapidement transformé en cauchemar pour ses proches. La modeste demeure en bois où Rebecca avait été aperçue pour la dernière fois recelait de sombres secrets. Des signes de lutte, des taches de sang et un petit ami à l'histoire suspecte ont jeté une ombre de doute et de suspicion. Au fil de l'enquête, des détails troublants ont émergé, mais la vérité restait insaisissable. Au fil des années, les progrès technologiques ont ravivé l'espoir de résoudre l'affaire. Cependant, l'identité du meurtrier demeurait un mystère, laissant une petite ville et une famille entière en quête de réponse. Qui aurait pu avoir des raisons de mettre fin à la vie de Rebecca? En réalité, un élément crucial avait échappé à l'attention des enquêteurs. Cet élément, que vous comprendrez plus tard, était fondamental. Plus de 15 ans se sont écoulés avant qu'une manœuvre astucieuse, lors de la réouverture de l'affaire, n'aboutisse à l'aveu du coupable. La révélation du mobile a choqué tout le monde, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Rebecca Christian Gold est née le 28 avril 1992, apportant joie et espoir à ses parents, Shirley Ballard et Larry Gold. Troisième fille du couple, Rebecca est venue au monde dans une famille déjà composée de ses sœurs aînées, Gabrielle, Tiffany et Danielle. Dès son plus jeune âge, Rebecca s'est démarquée par sa personnalité vive et charmante, étant une enfant adorable, débordante d'énergie. Cependant, l'enfance de Rebecca n'a pas été sans défis. Ses parents ont connu des difficultés conjugales qui ont finalement conduit au divorce, une expérience éprouvante qui a profondément affecté les trois sœurs. Face à cette séparation, Rebecca, Gabrielle, Tiffany et Danielle ont puisé leurs forces les unes dans les autres, formant un lien indéfectible de soutien et de camaraderie. L'absence d'une structure familiale traditionnelle a renforcé l'union des sœurs, qui sont devenues inséparables, toujours prêtes à affronter ensemble les adversités de la vie. En grandissant à Mountain View, Arkansas, Rebecca a développé un esprit indépendant et déterminé. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'une curiosité remarquable et d'une soif insatiable de connaissances. Ses années scolaires ont été marquées par d'excellents résultats académiques, reflet de son dévouement et de son intelligence. De plus, Rebecca était connue pour son charisme naturel et sa facilité à se faire des amis, rayonnant toujours de positivité et d'empathie partout où elle allait. L'enfance de Rebecca était également remplie de rêves et d'aspirations. Elle nourrissait le désir de fréquenter une université renommée, l'Université de l'Arkansas étant son objectif principal. Dans cette optique, Rebecca s'est consacrée à ses études avec diligence, participant à des activités extrascolaires qui ont enrichi son éducation et élargi ses horizons. Sa détermination était inspirante, et tous ceux qui l'entouraient croyaient en son potentiel pour accomplir de grandes choses. Même face aux difficultés familiales, Rebecca n'a jamais laissé les circonstances la définir. Au contraire, elle a utilisé les adversités comme carburant pour poursuivre ses rêves avec encore plus de vigueur. Sa relation avec ses sœurs était une source constante de soutien et d'encouragement, et ensemble, elles ont surmonté les obstacles, construisant un réseau d'amour et de solidarité qui les a maintenues unies. Ainsi, l'enfance de Rebecca Christian Gold a été marquée par des moments de bonheur et des défis, la façonnant en une jeune femme forte, résiliente et déterminée. Ces caractéristiques allaient s'avérer fondamentales pour affronter les événements tragiques qui l'attendaient dans le futur et qui finiraient par lancer sa famille dans une quête inlassable de justice et de réponse. Durant sa jeunesse, Rebecca Christian Gold s'est distinguée comme une jeune femme incroyablement déterminée, autonome et charismatique. Sa personnalité était vibrante et captivante, et tous ceux qui l'entouraient ne pouvaient s'empêcher de remarquer son énergie contagieuse et sa volonté d'affronter les défis. Vivant avec sa mère à Mountain View, Arkansas, Rebecca a développé très tôt un fort sens des responsabilités et une grande maturité. Dans la maison où elle vivait avec sa mère,
Rebecca a trouvé un environnement de soutien et d'encouragement. La relation avec sa mère était proche et affectueuse, Shirley Ballard étant toujours présente pour guider et motiver sa fille dans toutes ses entreprises. Ce soutien inconditionnel a été crucial pour que Rebecca puisse développer pleinement son potentiel, poursuivant ses rêves avec confiance et détermination. Rebecca nourrissait le rêve ambitieux d'étudier à la prestigieuse Université de l'Arkansas. Cet objectif n'était pas une simple aspiration vague, c'était un but bien défini qu'elle était déterminée à atteindre. Dans cette optique, Rebecca a commencé à se préparer tôt, s'inscrivant à des cours préparatoires qui l'aideraient à renforcer ses compétences académiques et à se démarquer dans le processus d'admission universitaire compétitif. Les cours préparatoires que Rebecca suivait étaient intensifs et exigeaient un haut niveau de dévouement. Elle a affronté cette routine avec enthousiasme et discipline, sachant que chaque effort la rapprochait de son rêve. Outre les cours réguliers, Rebecca participait à des activités extrascolaires qui complétaient son éducation et lui offraient une vision plus large du monde académique et professionnel. Au cours de cette période, Rebecca a démontré une remarquable capacité à équilibrer ses responsabilités académiques avec une vie sociale active. Elle était connue pour son charisme et sa facilité à se faire des amis, toujours entourée d'un cercle de personnes qui admiraient sa détermination et son esprit positif. Ces amitiés étaient une source de joie et de soutien, et Rebecca valorisait profondément ces liens, sachant qu'ils étaient essentiels pour son parcours. Au-delà de ses ambitions académiques, Rebecca était aussi une jeune femme aux intérêts variés et à la curiosité insatiable. Elle aimait explorer de nouveaux passe-temps et activités, cherchant toujours à élargir ses horizons et à acquérir de nouvelles compétences. Cet esprit explorateur faisait d'elle une personne fascinante, toujours prête à essayer de nouvelles choses et à embrasser les opportunités de croissance personnelle. Ainsi, la jeunesse de Rebecca Christian Gold a été marquée par une combinaison de détermination, d'indépendance et de charisme. Ces attributs n'ont pas seulement défini sa personnalité, mais l'ont également propulsée vers ses objectifs, la préparant à affronter les défis qui l'attendaient. Le parcours de Rebecca vers l'Université de l'Arkansas était le reflet de son engagement inébranlable envers ses rêves et de sa capacité à transformer les défis en opportunités, une qualité qui la distinguait et la faisait briller parmi ses pairs. En 2004, Rebecca Christian Gold a franchi une étape importante dans son parcours académique en s'inscrivant au Northwest Arkansas Community College, situé à Bentonville. La décision de changer d'établissement reflétait son désir de rechercher de nouvelles opportunités et expériences qui la rapprocheraient de ses objectifs professionnels. Bentonville, une ville dynamique pleine de possibilités, offrait à Rebecca un environnement académique stimulant où elle pouvait continuer à développer ses compétences et ses connaissances. Le transfert au Northwest Arkansas Community College était une étape significative dans la vie de Rebecca. Ce changement représentait non seulement une nouvelle phase de son éducation, mais aussi une chance d'élargir ses horizons et d'explorer différents domaines d'intérêt. Rebecca était enthousiaste à l'idée des perspectives que le nouvel établissement lui offrait, des cours innovants, à l'opportunité de se connecter avec des professeurs et des collègues qui partageaient ses passions et ses ambitions. Parallèlement à ses engagements académiques, Rebecca entretenait une relation à distance avec Casey McHugh, un jeune homme qu'elle avait rencontré auparavant et avec qui elle avait développé un lien émotionnel profond. La distance géographique entre eux était un défi, mais tous deux étaient déterminés à faire fonctionner la relation. Rebecca et Casey trouvaient des moyens de maintenir la flamme vivante, profitant de chaque occasion pour se rendre visite et passer du temps ensemble. Pendant les vacances scolaires, Rebecca voyageait fréquemment pour retrouver Casey et aussi pour rendre visite à sa mère, Shirley Ballard. Ces voyages n'étaient pas seulement l'occasion de renforcer sa relation, mais aussi de recharger ses énergies et de chercher le soutien émotionnel de sa famille. La relation de Rebecca avec sa mère était particulièrement importante, Shirley ayant toujours été une source de sagesse et d'encouragement, aidant Rebecca à naviguer dans les hauts et les bas de sa vie académique et personnelle.
Chaque visite à Bentonville pour retrouver Casey était un moment de joie et de reconnexion. Rebecca et Casey partageaient des intérêts communs et profitaient de leur temps ensemble pour explorer la ville, profiter d'activités culturelles et simplement être en compagnie l'un de l'autre. Malgré les difficultés inhérentes à une relation à distance, ils trouvaient des moyens de renforcer leurs liens, maintenant une communication constante et construisant une base solide de confiance et d'amour. Rebecca équilibrait ses responsabilités académiques et sa relation de manière exemplaire. Elle savait que son éducation était une priorité, mais elle reconnaissait aussi l'importance de nourrir ses relations personnelles. Cet équilibre délicat était la preuve de sa maturité et de sa capacité à gérer plusieurs aspects de sa vie avec grâce et efficacité. Le transfert au Northwest Arkansas Community College et la relation avec Casey McCoog étaient des éléments cruciaux dans la vie de Rebecca durant cette période. Ils ont non seulement façonné ses expériences et sa croissance personnelle, mais ont également mis en évidence sa capacité à affronter de nouveaux défis et à rechercher le bonheur dans différents domaines de sa vie. La détermination de Rebecca à atteindre ses objectifs académiques, tout en maintenant des liens émotionnels forts, témoigne de sa résilience et de son esprit indomptable. Le 20 septembre 2004, la vie de Rebecca Christian Gold a pris un tournant sombre et inattendu. La journée avait commencé comme tout autre, mais allait bientôt devenir le début d'un cauchemar pour sa famille et ses amis. Rebecca, toujours ponctuelle et responsable, avait prévu de rencontrer ses sœurs, Gabrielle, Tiffany et Danielle. Cependant, contrairement à son comportement habituel, Rebecca ne s'est pas présentée à l'heure convenue, ce qui a immédiatement suscité une vague d'inquiétude chez ses sœurs. Les sœurs ont tenté de contacter Rebecca par plusieurs appels téléphoniques et messages, mais toutes les tentatives sont restées vaines. L'absence de réponse de Rebecca était alarmante, d'autant plus qu'elle était connue pour maintenir une communication constante avec ses sœurs et ne jamais manquer de les informer de ses projets. Au fil des heures et sans nouvelles de Rebecca, l'inquiétude des sœurs s'est transformée en panique. La tension augmentait à chaque minute et le manque de nouvelles a conduit les sœurs à craindre le pire. Elles savaient que quelque chose n'allait pas. Face au désespoir et à l'incertitude, elles ont décidé de prendre des mesures plus drastiques et ont contacté la police locale, signalant la disparition de Rebecca. L'angoisse et la peur qu'elles ressentaient étaient palpables et le besoin de réponse était urgent. La police de Mountain View, Arkansas, a répondu rapidement à l'appel des sœurs Gold. Une enquête officielle a été ouverte et les agents ont commencé à recueillir des informations sur les derniers mouvements de Rebecca. Les premières 24 heures après une disparition sont cruciales dans toute enquête sur une personne disparue, et les enquêteurs savaient que chaque instant comptait. Les officiers ont commencé par interroger les membres de la famille de Rebecca, ses amis et ses collègues, pour obtenir une image claire de ses activités récentes. Casey McCoog, le petit ami de Rebecca, a été l'une des premières personnes approchées par la police. Il les a informés que Rebecca l'avait déposé au travail ce matin-là à 8h30 et qu'il devait se retrouver à 16h, mais qu'elle n'était jamais venue le chercher. Ces informations ont conduit la police à examiner la routine quotidienne de Rebecca et à rechercher toute anomalie qui pourrait fournir des indices sur son sort. Pendant ce temps, les sœurs de Rebecca se sont mobilisées, faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour aider aux recherches. Elles ont distribué des affiches, parlé aux voisins et aux amis, et utilisé les réseaux sociaux pour diffuser la nouvelle de la disparition, espérant que quelqu'un pourrait fournir des informations utiles. La communauté locale s'est unie dans un élan de solidarité, offrant son soutien et participant aux recherches de Rebecca. Chaque seconde qui passait sans nouvelles augmentait le désespoir et l'incertitude. La famille de Rebecca était plongée dans un tourment émotionnel, essayant d'équilibrer l'espoir avec la dure réalité que quelque chose de terrible avait pu se produire. Les premières investigations n'ont pas fourni de réponse immédiate, mais la détermination de la police et de la famille à retrouver Rebecca n'a jamais faibli. La disparition de Rebecca Christian Gold, le 20 septembre 2004,
a marqué le début d'un mystère angoissant qui a mobilisé sa famille, ses amis et toute la communauté de Mountain View. La recherche de réponses se poursuivait et l'espoir de retrouver Rebecca saine et sauve était ce qui motivait tous ceux impliqués dans l'enquête. Lorsque les autorités ont commencé à enquêter sur la disparition de Rebecca Christian Gold, l'une de leurs premières actions a été de localiser et d'interroger son petit ami, Casey McCoog. La police a abordé Casey sur son lieu de travail, consciente qu'il pourrait fournir des informations cruciales sur les derniers moments où Rebecca avait été vue. Interrogé, Casey a affirmé n'avoir aucune connaissance de l'endroit où se trouvait Rebecca, ce qui a accru la perplexité des enquêteurs. Casey a informé la police que le matin du 20 septembre 2004, Rebecca l'avait déposée au travail vers 8h30. Ce détail semblait corroborer ce qui était connu jusqu'alors, Rebecca étant une personne aux habitudes organisées et responsables. Casey a également mentionné qu'ils avaient convenu de se retrouver à 16h lorsque Rebecca devait venir le chercher au travail. Cependant, elle ne s'est jamais présentée à l'heure convenue. La chronologie fournie par Casey était un point de départ crucial pour les enquêteurs, qui ont commencé à cartographier les mouvements de Rebecca et à rechercher toute anomalie ou détail qui aurait pu passer inaperçu. La routine quotidienne du couple a été minutieusement examinée, les enquêteurs cherchant à identifier d'éventuelles divergences ou événements inhabituels qui pourraient éclairer la disparition. L'approche de Casey au travail a été méticuleuse et les enquêteurs étaient attentifs à tout signe de nervosité ou de contradiction dans son témoignage. Bien que Casey ait affirmé ne pas savoir où se trouvait Rebecca, la police savait qu'il était vital de continuer à examiner toutes les possibilités en gardant toutes les options ouvertes. La réponse de Casey n'a pas fourni de réponse concrète, mais elle a aidé à établir un point dans le temps à partir duquel Rebecca n'avait plus été vue. Parallèlement aux entretiens avec Casey, la police a commencé à suivre les mouvements de Rebecca le matin de la disparition. Ils ont vérifié les caméras de sécurité dans des endroits stratégiques, cherché des témoins qui auraient pu voir quelque chose de pertinent et analysé les relevés d'appels téléphoniques. Chaque fragment d'information était crucial pour construire un récit cohérent des événements de cette journée. L'enquête a également impliqué une recherche approfondie d'indices physiques. Les enquêteurs ont examiné la voiture de Rebecca, qui a été retrouvée garée chez Casey, à la recherche de toute preuve qui pourrait indiquer son sort ou fournir des indices sur ce qui aurait pu se produire. La maison de Casey a été également fouillée, la police cherchant des signes de lutte ou toute autre indication qui pourrait éclaircir le mystère de la disparition. L'absence de Rebecca a généré une vague de solidarité dans la communauté, les voisins et les amis se mobilisant pour aider aux recherches et fournir toute information qui pourrait être utile. Les enquêteurs, conscients de l'importance de la communauté, ont encouragé chacun à signaler toute activité suspecte ou détail qui pourrait sembler insignifiant, mais qui pourrait être la clé pour résoudre l'affaire. Malgré les efforts initiaux et la coopération de Casey, l'enquête s'est heurtée à de nombreux obstacles. Le manque de preuves concrètes et d'indices clairs faisait de l'affaire un puzzle difficile à déchiffrer. Cependant, la détermination des enquêteurs et le soutien continu de la communauté ont maintenu l'espoir que, avec le temps et la persévérance, la vérité sur ce qui était arrivé à Rebecca Christian Gold serait finalement révélée. Alors que l'enquête sur la disparition de Rebecca Christian Gold progressait, les enquêteurs ont décidé de concentrer leurs efforts sur la maison de Casey McCoog, le petit ami de Rebecca. Le choix de cet endroit n'était pas anodin, Casey étant la dernière personne connue à avoir vu Rebecca le matin de sa disparition. De plus, la voiture de Rebecca avait été retrouvée garée chez Casey, ce qui soulevait encore plus de soupçons sur ce qui avait pu se passer là-bas. En arrivant chez Casey, la police a entamé une fouille méticuleuse à la recherche d'indices qui pourraient éclairer le sort de Rebecca. La scène qui s'est déroulée devant les enquêteurs était troublante et alarmante. Tout d'abord, ils ont remarqué des signes évidents de lutte à l'intérieur de la résidence. Des meubles déplacés et des objets brisés suggéraient qu'une confrontation physique avait eu lieu récemment.
Ces indications immédiates ont accru l'urgence de l'enquête et l'inquiétude pour la sécurité de Rebecca. Au cours de la fouille, les enquêteurs ont également trouvé des taches de sang à divers endroits de la maison. Ces taches, encore fraîches, étaient un signe clair que quelque chose de violent s'était produit. La présence de sang est toujours un signe alarmant dans toute enquête criminelle, et les enquêteurs savaient qu'ils devaient procéder avec une extrême prudence pour préserver toutes les preuves possibles. Des échantillons du sang ont été prélevés pour analyse en laboratoire dans le but de déterminer s'ils appartenaient à Rebecca. La découverte la plus troublante, cependant, a été faite dans la buanderie de la maison. À l'intérieur de la machine à laver, les enquêteurs ont trouvé un drap taché de sang. Cette découverte était particulièrement significative car elle suggérait une tentative de nettoyer les preuves d'un acte violent. La présence du drap ensanglanté renforçait le soupçon que Rebecca avait pu être blessée, ou pire, à l'intérieur de la maison de Casey. Le drap taché de sang a été soigneusement retiré et envoyé pour analyse médico-légale. Les enquêteurs espéraient qu'un examen détaillé du drap pourrait révéler des informations cruciales, telles que le type de blessure que Rebecca aurait pu subir et éventuellement identifier l'ADN de toute autre personne impliquée dans l'incident. L'analyse du drap, ainsi que des taches de sang trouvées dans toute la maison, dressait un tableau de plus en plus sombre et alarmant. Pendant que les enquêteurs travaillaient à traiter les preuves physiques, ils ont également continué à interroger Casey. La présence de la voiture de Rebecca chez lui, combinée aux signes de lutte et au sang trouvé, a mis Casey sous une pression intense. Il a affirmé ne pas savoir comment ni pourquoi ces preuves étaient présentes dans sa maison, mais ces explications ont été accueillies avec scepticisme par les enquêteurs. En plus de Casey, les enquêteurs ont commencé à élargir leurs entretiens pour inclure des amis, des voisins et toute personne qui aurait pu être chez Casey ou dans les environs pendant la période où Rebecca avait disparu. Ils espéraient que quelqu'un pourrait fournir un témoignage oculaire ou tout détail qui pourrait aider à construire un récit plus clair de ce qui s'était passé ce jour-là. La découverte de signes de lutte et de sang dans la maison de Casey a été un point critique de l'enquête. Ces preuves physiques non seulement suggéraient qu'un crime violent s'était produit, mais augmentaient également l'espoir que, avec une analyse appropriée, les enquêteurs pourraient trouver des réponses sur ce qui était arrivé à Rebecca Christian Gold. Chaque nouvelle découverte rapprochait la police de la vérité, mais augmentait aussi le mystère et la gravité de l'affaire. Lorsque les autorités ont concentré leur attention sur l'enquête de la disparition de Rebecca Christian Gold, Casey McHugh, le petit ami de Rebecca, est rapidement devenu le principal suspect. Étant la dernière personne à avoir vu Rebecca vivante et avec plusieurs incohérences commençant à émerger autour de son témoignage, Casey a été soumis à un interrogatoire intensif. Pendant l'interrogatoire, Casey a catégoriquement déclaré qu'il n'avait aucun motif de nuire à Rebecca. Il a insisté sur le fait que sa relation avec elle était aimante et qu'il n'y avait eu aucun malentendu ou conflit pouvant mener à un acte de violence. La police, cependant, avait besoin de plus que de simples déclarations pour clarifier ce qui s'était passé. Casey a décrit en détail ses dernières 24 heures avec Rebecca. Il a commencé par mentionner que Rebecca l'avait déposée au travail ce matin-là, vers 8h30. Selon lui, le plan était qu'elle vienne le chercher à nouveau à 16h, mais elle ne s'est jamais présentée. Cette divergence avait déjà généré des soupçons parmi les enquêteurs, qui envisageaient la possibilité que Casey dissimule des informations cruciales. Casey a également mentionné que la veille de la disparition, son cousin Billy était chez lui. Il a déclaré que Billy était venu pour une visite informelle et qu'ils avaient passé du temps ensemble à discuter et regarder la télévision. Cette information a apporté une nouvelle dimension à l'enquête, car elle soulevait la possibilité qu'une autre personne soit impliquée ou ait été témoin de quelque chose de pertinent. La présence de Billy chez Casey était un point d'intérêt pour les enquêteurs. Ils ont immédiatement cherché à localiser et à interroger Billy pour vérifier la véracité du témoignage de Casey et obtenir toute information supplémentaire qui pourrait clarifier les événements de cette nuit-là.
La description de Casey des activités avec Billy a été méticuleusement analysée à la recherche de toute contradiction ou détail qui pourrait être exploré. De plus, les enquêteurs ont commencé à examiner les relevés téléphoniques et à rechercher toute communication entre Casey et Billy qui pourrait éclairer leur interaction. La collaboration entre les cousins a été minutieusement examinée et tout signe de collusion ou de tentative de dissimulation de preuves serait un indice vital. Casey a maintenu sa position d'innocence tout au long de l'interrogatoire, insistant sur le fait qu'il aimait Rebecca et était aussi désespéré que quiconque de la retrouver. Cependant, les signes de lutte et le sang trouvé dans la maison, combinés à la présence de Billy, compliquaient l'affaire. La police devait déterminer si Billy était effectivement présent chez Casey et, si oui, quel était son rôle cette nuit-là. Les enquêteurs ont également envisagé la possibilité que Casey essaie de détourner l'attention en mentionnant Billy. Ils ont analysé la chronologie des événements et comparé les déclarations de Casey avec d'autres preuves recueillies pour identifier toute incohérence. L'analyse des communications entre Casey et Billy incluait également des messages textes et des appels téléphoniques, à la recherche de toute indication d'une conversation qui pourrait suggérer un plan ou un acte de complicité. La pression sur Casey s'est intensifiée à mesure que de nouvelles preuves émergeaient et que l'analyse médico-légale se poursuivait. Les résultats des tests ADN sur le sang trouvé dans la maison étaient attendus avec impatience, car ils pourraient fournir des preuves irréfutables de ce qui s'était réellement passé. La police a également élargi l'enquête pour inclure des entretiens avec les amis et la famille de Rebecca et Casey, cherchant à mieux comprendre le contexte de leur relation et tout motif caché possible. Le 7 novembre 2020, William Miller, également connu sous le nom de Billy, a été inculpé de meurtre au premier degré. Cependant, avant cela, plusieurs révélations et événements significatifs ont abouti à cette accusation. Après la disparition de Rebecca, Billy, le cousin de son petit ami Casey, a d'abord été interrogé mais relâché faute de preuves. Il est retourné au Texas et peu après a déménagé aux Philippines, où il a vécu pendant plusieurs années. Billy a maintenu une présence active en ligne et a commencé à communiquer avec le journaliste George Jared et l'ancienne agent Jennifer Butch, qui enquêtaient sur l'affaire. Son comportement sur les réseaux sociaux et la façon dont il était toujours au courant de l'affaire ont soulevé des soupçons. Pendant ce temps, les enquêteurs ont réévalué son passé criminel et ont découvert qu'il avait été suspect dans une agression sexuelle en 2002 et accusé de violence domestique envers son ex-femme. En octobre 2020, les autorités américaines ont été informées que Billy revenait aux États-Unis pour rendre visite à sa mère dans l'Oregon. La police a mis en place une surveillance et après avoir confirmé son retour dans le pays, l'a arrêté et emmené pour interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, Billy a d'abord plaidé l'innocence, mais après beaucoup de pression et un long interrogatoire, il a avoué le crime, déclarant que le jour du meurtre de Rebecca, il avait été pris d'une fureur psychotique après l'avoir vue en chemise de nuit et en culotte. Il a affirmé n'avoir eu aucune intention sexuelle, mais les enquêteurs ont soupçonné le contraire, étant donné la description détaillée de la façon dont il l'avait vue habillée et le fait qu'elle ait été retrouvée à moitié nue. Billy a fini par conclure un accord avec l'accusation pour éviter un procès devant jury où il risquait la peine capitale. Le 8 octobre 2022, il a été condamné à 40 ans de prison après avoir avoué le crime. Malgré la condamnation, l'enquête a été critiquée pour sa conduite initiale et son manque d'attention aux détails qui aurait pu conduire à la capture de Billy beaucoup plus tôt. Le 8 octobre 2022, Billy a été condamné à 40 ans de prison. Cette sentence a marqué la fin d'une affaire longue et complexe qui s'est étalée sur plus de 15 ans. La résolution de cette affaire n'a été possible que grâce aux progrès technologiques dans les techniques d'investigation et à un aveu crucial obtenu grâce à une stratégie policière astucieuse. Initialement, Billy avait été interrogé et relâché, retournant au Texas, puis déménageant aux Philippines.
Les autorités américaines ont été informées en octobre 2020 du retour de Billy aux États-Unis pour rendre visite à sa mère dans l'Oregon. La police a mis en place une opération et, après avoir confirmé son arrivée, l'a arrêté pour interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, Billy était initialement calme et coopératif, acceptant même de se soumettre à un test polygraphique. Cependant, en découvrant que le test serait effectué immédiatement, il a commencé à montrer des signes de nervosité. Les enquêteurs ont alors utilisé une technique connue sous le nom de bluff. Ils ont faussement prétendu avoir trouvé des preuves ADN de Billy dans une zone de la scène de crime que seul l'auteur aurait pu toucher, et ont également mentionné une goutte de sang de la victime trouvée dans son véhicule. Cette pression a poussé Billy à changer sa version des faits, culminant en un aveu spontané et inattendu. Il s'est écrié « C'était moi, je l'ai fait », détaillant comment, le jour du crime, il avait été submergé par une rage incontrôlable en voyant Rebecca en tenue intime et l'avait ensuite tuée dans un accès de fureur. Malgré son aveu, Billy a initialement plaidé non coupable lorsqu'il a été formellement accusé de meurtre au premier degré. Cependant, craignant la possibilité de la peine capitale s'il allait en procès, il a choisi de conclure un accord avec l'accusation. Cet accord a abouti à son aveu formel de culpabilité et à sa condamnation ultérieure à 40 ans de prison. Cette analyse détaillée a fourni une compréhension complète de la résolution de l'affaire Rebecca Gold, mettant en lumière les complexités de l'enquête et les défis rencontrés pour obtenir justice pour Rebecca et sa famille. Partagez vos commentaires et vos avis sur cette conclusion dans la section ci-dessous. Votre opinion nous intéresse vraiment. À la prochaine histoire.